Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de BPI France Création. Donc, un nouveau webinaire qui s'intitule « Entrepreneur, quel dispositif pour vous aider à garder le cap ?» Alors, ce webinaire, il a surtout vocation, dans sa grande majorité, à traiter des dispositifs prévus par le plan de relance ou ce que vous entendez peut-être dans les actualités France Relance. Alors, on a eu l'occasion de traiter différents webinaires l'année dernière sur les différentes mesures prévues pour aider les entrepreneurs à faire face à la crise du Covid. Aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, c'est a vraiment pour objectif de cibler tous les dispositifs, toutes les mesures qui ont vocation en fait à aider l'économie française à maintenir le cap, à garder son niveau d'activité, on va dire à un niveau presque équivalent à celui qu'on a connu avant la crise sanitaire. Donc, vous allez le voir, c'est surtout des mesures qui vont être structurantes pour l'entreprise, mais aussi qui vont leur permettre déjà d'anticiper certaines évolutions et certains enjeux à la fois écologiques, à la fois en termes de transition numérique, mais aussi en termes de formation et de cohésion sociale. Donc l'idée, c'est pour ça qu'il est important de préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'effectivement, le webinaire du jour, c'est vraiment l'objectif est de cibler les mesures structurantes sur le long terme, qui est en fait finalement l'objectif de France Relance. Alors, donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Lila Léon, responsable éditoriale du site BPI France Création. Donc, je suis accompagnée par Audrey Duguet. Audrey, je te laisse te présenter si tu veux bien. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Audrey Duguet, je suis juriste chez BPI France Création. Donc, on va tenter de faire de notre mieux pour vous présenter effectivement toutes ces mesures. Donc, les principaux volets qu'on va traiter sur le plan de relance, mais pas que, je vous dirai effectivement les nouveautés qu'on va aussi vous annoncer, c'est effectivement le volet écologique, le volet productivité, parce qu'il y a des mesures qui concernent la productivité des entreprises, le volet numérique et enfin le volet donc formation et insertion dans le monde du travail. Donc, ces principaux volets concernent essentiellement les TPE, les PME, puisque ça va être essentiellement notre cible. Donc, les mesures qu'on a sélectionnées pour vous, c'est vraiment les cibles qui concernent les TPE, les PME, et très majoritairement plutôt les TPE. Donc, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Simplement, petite précision, on a animé des webinaires, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sur les mesures vraiment spécifiques au Covid, c'est-à-dire les mesures qui visent à faire face à des difficultés liées à la crise sanitaire. Ces webinaires, donc il y en a eu 3 de mémoire, ils sont tout à fait à disposition, à votre disposition en replay avec les supports. Question organisation, pour que le webinaire se passe au mieux pour tout le monde et pour une question de fluidité, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on traite toutes ces mesures donc, par volets différents, comme selon les thématiques que je vous ai annoncées. Vous avez la possibilité sur votre droite de poser des questions. Vous avez plusieurs colonnes. Une colonne chat sur laquelle vous pouvez échanger entre vous. D'ailleurs, on constate de plus en plus sur nos webinaires qu'il y a beaucoup d'échanges et d'interconnexions entre les participants. Vous pouvez aussi faire remonter des difficultés techniques sur cet espace-là. Nous avons notre collègue Guillaume qui est là pour vous répondre et être en support avec nous sur ce webinaire. Vous avez aussi un autre volet questions et c'est surtout sur ce volet-là, enfin sur cette colonne-là, pardon, qu'il faut poser vos questions si vous en avez. Ce qu'on fera avec Audrey, c'est on va essayer de traiter les questions au fur et à mesure du webinaire, puisqu'on va parler à tour de rôle. Et à la fin de ce webinaire, on essaiera de prendre 10-15 minutes en fonction du temps qui nous restera pour répondre à vos questions. Encore une fois, c'est vraiment le but, c'est de répondre aux questions qui concernent le plus grand nombre, effectivement, pour pouvoir contenter tout le monde. Et les questions spécifiques, on prendra le temps à l'issue du webinaire pour essayer d'y apporter des réponses. Ensuite, donc le replay sera disponible certainement demain ou début de semaine prochaine, ainsi que donc le support. Et enfin, vous trouverez toutes les informations pour compléter nos propos du jour sur le site bpifrance-création.fr. Je vous propose donc de découvrir un petit peu ce que nous prévoyons pour vous, pour ce webinaire. Comme je vous l'indiquais, donc différentes mesures classées en volets. Donc, le volet soutien à la trésorerie et à l'économie, la productivité, le volet transition numérique, transition écologique, le volet relatif à l'emploi et à l'insertion
par le biais de la formation. Et enfin, un dernier volet qui fait partie du plan de relance, qui concerne en fait des nouveaux prêts, des nouveaux dispositifs qui sont mis en place par BPI France en partenariat avec certains réseaux d'accompagnement qui ont vocation, effectivement, comme je vous l'indiquais, à non seulement tenter de maintenir en fait le niveau d'activité des entreprises, mais aussi d'encourager, d'inciter à la création d'entreprises. Donc, voilà pour le menu du jour. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Audrey pour la partie donc, sur les dispositifs de soutien à la trésorerie. Merci Lila. Alors, effectivement, comme vient de l'indiquer Lila, donc les mesures qu'on va évoquer aujourd'hui sont des mesures qui sont donc issues du plan de relance qui avait été annoncé donc, en septembre dernier par le ministre de l'économie. Donc, un des objectifs finalement du plan de relance est de restaurer finalement les capacités d'investissement des entreprises en renforçant notamment leurs fonds propres. Et c'est ce que nous allons évoquer dans un premier temps, donc à savoir tout ce qui va être dispositif de soutien à la trésorerie, alors de manière directe ou de manière indirecte. Donc, parmi les mesures qui ont été mises en place immédiatement, donc dès le début de la crise et qui se poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui pour aider les entreprises les plus impactées, c'est finalement le Fonds de solidarité et le PGE. Donc là, on va faire un petit focus finalement sur le Fonds de solidarité pour l'aide du mois de décembre, qui est encore d'actualité, et pour celle du mois de janvier 2021. Donc, les modalités du Fonds de solidarité pour décembre 2020 et janvier 2021 sont les suivantes. Pour le mois de décembre, donc toutes les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public peuvent accéder au fonds de solidarité sans condition de taille. Donc ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, les entreprises qui ont fermé administrativement peuvent avoir accès au fonds de solidarité. Donc le montant de l'aide, il va être en fonction de la situation de chaque entreprise et on va choisir finalement l'option la plus favorable. Donc, c'est soit un montant de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou alors le montant va représenter 20% du chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 €. Donc là, ce sera en fonction de la situation la plus favorable pour l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que un décret du 16 janvier 2021 est venu préciser qu'en fait, le chiffre d'affaires réalisé pendant la période du mois de décembre par les entreprises, donc notamment sur des activités de vente à distance ou de vente à importer, ne font pas partie du calcul de chiffre d'affaires de référence pour pouvoir bénéficier de l'aide du Fonds de solidarité. Concernant les entreprises des secteurs S1, c'est-à-dire l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, le sport et la culture, toujours sans condition de taille, donc sans condition d'effectif, ces entreprises, elles peuvent recevoir une aide qui va compenser leur perte de chiffre d'affaires et qui sera plafonnée à 10 000 € ou une indemnisation de 15% de leur chiffre d'affaires mensuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette indemnisation, elle peut être portée à 20% si l'entreprise a perdu plus de 70% de son chiffre d'affaires. Et ce sera également plafonné donc dans la limite de 200 000 € par mois. Pour les entreprises des secteurs S1 bis, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité est très étroitement liée à celle du secteur S1, et également les entreprises, donc ça c'est la nouveauté du mois de décembre, donc les entreprises qui sont situées dans le périmètre d'une station de ski, toujours sans condition de salarié, mais cette fois avec une condition de perte de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir enregistré une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, le décret du 28 janvier 2021 a institué un régime d'aide complémentaire pour le mois de décembre pour ces entreprises. Donc, si elles ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant la première ou la seconde période de confinement, c'est-à-dire entre le 15 mars et le 15 mai pour le premier confinement, et entre le 1er novembre et le 30 novembre pour le deuxième confinement, et qu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2021, ou alors qui ont perdu au moins 10% de leur chiffre d'affaires annuel entre 2019
et 2020 pour celles qui ont débuté leur activité avant le 1er décembre 2019. Donc, dans ce cas-là, le montant de l'aide sera calculé de la manière suivante. Donc, si l'entreprise a perdu plus de 70% de son chiffre d'affaires, l'aide sera soit de 80% de la perte plafonnée à 10 000 euros ou, encore une fois, 20% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 euros. Donc là, encore une fois, c'est en fonction de ce qui va être le plus avantageux pour l'entreprise. Par contre, si la perte est comprise entre 50% et 70% du chiffre d'affaires, donc dans ce cas-là, l'aide plafonnée à 10 000 euros, elle sera égale soit à 80% de la perte enregistrée au titre du mois de décembre 2020 lorsqu'elle va excéder 1 500 euros, ou alors l'aide sera égale à 100% de la perte lorsque la perte enregistrée est inférieure à 1 500 euros. Donc, on retrouve en fait la liste des secteurs S1 et S1 bis sur le site du ministère de l'économie. Pour toutes les autres entreprises, donc celles qui ont moins de 50 salariés et qui ont subi au moins une perte de 50% du chiffre d'affaires, l'aide du Fonds de solidarité pouvant aller jusqu'à 1 500 euros, donc là elle est plafonnée à 1 500 euros, reste mobilisable donc en décembre. La demande, elle se fait toujours par voie dématérialisée, donc à l'aide du formulaire qui est mis en ligne sur le site impôts.gouv. Pour le mois de décembre, la date limite de dépôt de la demande est donc le 28 février 2021. Donc, il reste encore jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir demander l'aide au titre du mois de décembre. Et le montant de l'aide, il est calculé en fonction des éléments que vous allez déclarer. Le formulaire relatif aux pertes du mois de janvier 2021 sera mis en ligne, lui, d'ici la fin du mois. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, le formulaire devrait être accessible. Et les demandes pourront être déposées jusqu'au 31 mars 2021. Il faut noter tout de même que les formulaires actualisés donc pour les entreprises qui sont situées dans les secteurs S1 bis et les entreprises qui sont situées dans le périmètre des stations de ski, donc c'est-à-dire le formulaire qui va correspondre à l'aide complémentaire, lui, il est en ligne depuis le 9 février 2021 et vous pouvez en faire la demande jusqu'au 31 mars 2021, donc toujours sur le site impôts.gouv.fr. Et pour les entreprises qui auraient déjà finalement demandé l'aide au titre du mois de décembre, mais qui sont susceptibles, qui sont éligibles d'avoir l'aide complémentaire, donc l'aide la plus favorable, vous pouvez demander le complément, à ce que l'aide du Fonds de solidarité vous soit versée à titre complémentaire. Le deuxième dispositif donc, qui a été mobilisé depuis le début de la crise, c'est le prêt garanti par l'État. Et donc, ce dispositif, il est toujours d'actualité. Donc, pour rappel, le PGE, c'est un dispositif de prêt qui est garanti par l'État et qui doit être souscrit auprès d'une banque habituelle. Le principe est que la garantie de l'État couvre 90% du prêt de tous les professionnels et pour toutes les entreprises. Petite exception, celles qui ont plus de 5 000 salariés ou celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Donc, dans ce cas-là, la part de couverture de garantie est à hauteur de 70%, voire 80% dans certains cas. Donc, sur les 10% du PGE qui ne sont pas couverts par la garantie de l'État, normalement, la banque ne prend aucune garantie ou sûreté supplémentaire. Le gouvernement, en fait, toujours dans son optique de soutenir les entreprises donc les plus impactées par la crise sanitaire et dans le cadre du plan de soutien du secteur touristique, a renforcé le PGE pour les entreprises donc des secteurs liés au tourisme, donc toujours l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le sport, les loisirs et la culture, avec la création d'un PGE dit saison. Les bénéficiaires du PGE sont toutes les entreprises, donc quelle que soit leur taille ou leur forme juridique, sauf celles qui, au 31 décembre 2019, faisaient l'objet d'une procédure collective. Et pour le PGE saison, donc c'est avant tout un PGE normal dans son fonctionnement. La principale différence, c'est qu'il est éligible seulement à certains secteurs d'activité. Donc, si vous avez déjà obtenu un PGE classique et que vous pouvez prétendre à un PGE saison du fait de votre activité, vous pouvez toujours demander un complément de PGE.
Le montant du prêt du PGE peut aller donc jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou pour les PGE saison, on va comptabiliser, on va pouvoir prendre en considération les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires 2019, ce qui est très intéressant finalement pour tout ce qui va être entreprise dite saisonnière. Pour les entreprises innovantes ou celles créées depuis le 1er janvier 2019, on peut prendre en considération les 2 années de masse salariale. 2 années de masse salariale si cela est plus favorable pour elles plutôt que les 3 mois de chiffre d'affaires de 2019. L'amortissement du PGE, il peut être étalé sur 1 à 5 années supplémentaires. Il faut savoir qu'aucun remboursement n'est exigé la première année. Et suite aux annonces faites par le ministre de l'économie le 14 janvier 2021, il y a possibilité de demander un nouveau différé d'1 an supplémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'il a été convenu finalement avec la Fédération française la Fédération bancaire française, pardon, que toutes les entreprises qui le souhaitent, quelle que soit leur activité et quelle que soit leur taille, aient le droit d'obtenir un différé d'1 an supplémentaire pour commencer à rembourser leur PGE. Les taux, ils vont varier en fonction de la date de remboursement du PGE. C'est-à-dire qu'il va être compris entre 1 et 1,5 pour les prêts qui seront remboursés d'ici 2022 à 2023. Et le taux sera compris entre 2 et 2,5 pour les prêts qui seraient remboursés à partir de 2024 et 2026. Vous retrouverez sur le support donc toutes les démarches pour pouvoir faire votre demande de PGE et les liens qui vous permettront d'arriver directement sur la plateforme attestation-pge-bpifrance.fr. D'autres dispositifs de soutien ont également été mis en place afin notamment d'aider les TPE et les PME avec donc notamment ce qu'on appelle le prêt participatif exceptionnel de l'État aux petites entreprises. L'objet de ce prêt est donc finalement de soutenir, en complément des dispositifs existants, donc le Fonds de solidarité et le PGE, la trésorerie des très petites et des petites entreprises dont l'activité a été fragilisée par la crise sanitaire, et particulièrement celles qui n'ont pas pu obtenir de PGE. Donc, les bénéficiaires de ce prêt participatif exceptionnel sont donc les entreprises, les associations ou les fondations qui ont une activité économique, à partir du moment où elles ont moins de 50 salariés. Donc, entreprises, associations avec moins de 50 salariés. Les critères d'éligibilité à ce prêt sont donc de ne pas avoir obtenu de PGE à hauteur d'un montant suffisant pour financer son exploitation, justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation, ne pas faire l'objet d'une procédure collective et être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Les sociétés civiles immobilières sont également exclues de ce dispositif. Le prêt est un prêt qui va avoir une durée de 7 ans et dont les montants sont limités en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. À savoir, c'est 20 000 €, le montant maximum attribué pourra être de 20 000 € pour les entreprises du secteur de l'agriculture, 30 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture et un montant jusqu'à 100 000 € pour les autres entreprises de tous les autres secteurs. Le taux, lui, il est fixé à 3,5%. Pour en bénéficier, vous devez contacter le Codefi. Vous retrouverez également dans le support le lien de toutes les coordonnées des Codefi de votre région, de votre département. Et ensuite, vous pouvez vous rendre directement sur la plateforme donc, dédiée à ce prêt participatif exceptionnel, dont vous retrouverez également le lien sur le support. Et ce prêt est ouvert jusqu'au 30 juin 2021. Un autre dispositif, donc c'est le prêt croissance TPE-PME. Donc ce prêt est également un prêt participatif.
il a pour objet de renforcer la structure financière de l'entreprise et il est pris sans garantie ni caution personnelle. Ce prêt, finalement, il est assimilé à des fonds propres. Il n'est pas assimilé à de l'endettement. Il est obligatoirement assorti d'un partenariat financier d'un montant supérieur ou égal au montant du prêt croissance. Le partenariat financier, il peut prendre la forme d'un autre financement bancaire ou éventuellement d'un apport en capital des actionnaires ou en quasi-fonds propres. Donc, le prêt croissance TPE-PME, il va servir à financer des investissements immatériels, donc, par exemple, comme des coûts de mise aux normes, des coûts de dépenses liées au respect de l'environnement, au respect de la sécurité, à la formation des équipes, des coûts de déménagement. Il peut également servir à financer des recrutements ou des formations d'équipes, des frais de prospection ou encore des dépenses de publicité. Il va également servir à financer des investissements corporels qui ont une faible valeur de gage. C'est quoi? Ça va être notamment des travaux d'aménagement, du matériel conçu ou réalisé par l'entreprise pour ses besoins propres, comme par exemple des moules ou du matériel informatique, par exemple. Mais il peut également servir à financer l'augmentation en besoin de fonds de roulement, donc générés par le projet de développement. Mais attention, il ne doit pas servir au financement de restructuration de l'entreprise. Les bénéficiaires de ce prêt croissance TPE-PME, finalement, ce sont les TPE et les PME, mais elles doivent être immatriculées depuis plus de 3 ans au registre du commerce et des sociétés. L'effectif, il doit être compris entre 3 et 50 salariés. Et les montants empruntés peuvent être compris entre 10 000 et 50 000 euros. Le taux, pareil, il est assez fixe, mais il est actuellement de l'ordre de 0,58% pour l'an. La durée du prêt, 5 ans. Et la première année, on ne rembourse que les intérêts. Les 4 années suivantes, on rembourse le capital plus les intérêts. Le montant du prêt, il est versé en une seule fois, mais par contre, pour pouvoir être versé, il doit être accompagné de la preuve de décaissement de l'autre prêt bancaire, parce que je vous rappelle qu'il est obligatoirement associé à un autre concours bancaire ou à un apport en capital. Donc, c'est soit vous apportez la preuve du décaissement de l'autre prêt bancaire, soit une attestation de déblocage des fonds en cas d'apport en capital. Le prêt croissance, il va être déployé au niveau national au cours du premier trimestre 2021. Mais il est déjà accessible dans certaines régions. Et donc, notamment, vous pouvez le retrouver donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Guadeloupe, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie et Occitanie. Et pour pouvoir en faire la demande, il vous suffit de vous rendre sur les plateformes dédiées à ce prêt dans chaque région, en fonction de la région dans laquelle vous êtes implanté. Un autre dispositif, donc en plus des dispositifs financiers qu'on vient d'évoquer, il y a également dans le plan de relance, il a été prévu donc un soutien à la trésorerie, mais de manière plus indirecte. Donc, ce soutien, il consiste en fait finalement, d'une part, en une exonération facultative de CFE. Donc, la CFE, je rappelle, c'est la cotisation foncière des entreprises, et de CVAE, qui, elle, est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. AL2, donc CFE plus CVAE, ça constitue la CET, qui est la contribution économique territoriale. Donc, cette mesure, elle fait partie du plan de relance et elle a pour but finalement de décaler l'imposition de la CET. La mesure, elle a été prise dans le but finalement d'accélérer les nouveaux investissements, donc suite notamment à la crise sanitaire, et donc a vraiment pour objectif de relancer l'économie. Donc l'exonération, elle est facultative et elle a une durée de 3 ans. Elle va être en faveur de toutes les entreprises
qui procèdent à la création ou à l'extension d'un établissement. Cette exonération, elle est facultative. Pourquoi? Car elle doit être prise par une délibération des collectivités qui bénéficient de cette CFE. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque la collectivité a délibéré sur l'exonération de CFE, eh ben, c'est également applicable pour la CVAE. Pour en faire la demande, donc en fait, tout dépend de votre situation. Si vous êtes dans le cadre d'une création d'établissement, dans ce cas-là, cette demande doit être faite avant le 1er janvier de l'année suivant la création. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'une extension de votre établissement, dans ce cas-là, la demande doit se faire avant le 1er mai de l'année suivant l'extension d'établissement. Et toujours au service des impôts des entreprises via des formulaires bien spécifiques. En plus de l'exonération facultative de CFE, il a été mis en place donc une diminution de la moitié du taux de la CVAE, et ça, toujours dans l'objectif de soutenir la trésorerie impactée par la crise sanitaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'imposition de la CVAE était jusqu'alors fixé à 1,5% pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Le taux est donc désormais réduit de moitié et il est passé à 0,75%. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 50 millions d'euros, il existe un système de dégrèvement, donc qui va varier en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise pour arriver finalement à une exonération lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros. Ben, il faut savoir que les taux de dégrèvement sont également divisés par 2 et que la cotisation minimale, elle, passe à 125 euros. Donc, les nouveaux taux de la CVAE sont applicables aux impositions dès 2021 et ce qui veut dire que la baisse se fera ressentir dès les acomptes du mois de juin de cette année. Pour bénéficier de cette mesure, vous n'avez aucune démarche spécifique à faire puisque c'est une mesure qui est appliquée automatiquement pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la CVAE. Je passe la parole à Lila pour les mesures relatives à la transition numérique. Merci Audrey. Alors effectivement, concernant les mesures relatives à la transition numérique, comme on l'a dit en introduction, ça fait vraiment partie d'un volet très important du plan de relance. En fait, il y a carrément tout un plan spécifique à la transition numérique qu'on appelle France Num. En fait, France Num, c'est un plan d'action donc dédié au numérique qui comporte plusieurs dispositifs. Alors, vous allez voir, certains dispositifs sont déjà mis en place et sont déjà activés. D'autres sont en cours de déploiement. Donc là, évidemment, on va s'attarder sur ceux qui sont déjà en vigueur et sur lesquels vous pouvez effectivement vous appuyer. Alors, avant de commencer à avoir les mesures d'aide et de soutien, il est important pour certaines structures, notamment pour les TPE, de pouvoir faire un diagnostic, un état des lieux en fait de leur numérisation ou de la digitalisation de leur activité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les diagnostics numériques avec l'accord, avec la collaboration de la DGE, de la Direction Générale des Entreprises, des CCI et des CMA. Donc, CCI, c'est les chambres de commerce et d'industrie, les CMA, c'est les chambres des métiers. Alors, c'est un dispositif totalement gratuit qui vise plusieurs objectifs, à savoir effectivement faire un état des lieux de la numérisation, identifier, on va dire, les premières solutions mises en œuvre par l'entreprise et voir effectivement comment est-ce qu'on peut améliorer cette transition numérique ou cette digitalisation de l'activité. L'idée, c'est effectivement de permettre à l'entreprise de s'adapter aux nouveaux enjeux économiques qui ont été vraiment bousculés dans le cadre de la crise sanitaire, notamment sur la question de la digitalisation de l'entreprise. Ces plans de diagnostic vont être mis en place par les conseillers numériques des CCI et des CMA. Ce sont vraiment les conseillers qui vont vous accompagner pour faire ce diagnostic. Alors, ce qu'il faut savoir, ce sont un accompagnement qui va être individualisé, qui peut se faire soit en présentiel, soit en distanciel avec les conseillers numériques. Alors, a priori, dans un premier temps, ce sera peut-être plus en distanciel, mais en tout cas, vous pouvez aussi être reçu physiquement
dans les structures des chambres de commerce et des chambres des métiers. Alors, toutes les thématiques qui vont être abordées donc, avec ce conseiller concernent vraiment tous les sujets en lien avec la digitalisation. Donc, vous les voyez affichés sur la slide. Ça va concerner la visibilité en ligne, hein, c'est-à-dire comment se faire connaître en ligne, comment faire connaître son produit ou sa prestation de service. Ça va concerner toute la partie marketing digital en ligne, c'est-à-dire comment mettre en valeur son produit sur la toile. Et bien évidemment, toutes les autres questions relatives à la vente en ligne, aux questions aussi juridiques relatives au CGU, CGV, donc conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, mais aussi toutes les questions relatives au traitement des données personnelles. Parce qu'à partir du moment où on vend des produits en ligne ou qu'on récolte des données personnelles, notamment nom, prénom, adresse mail, voire des coordonnées bancaires, tout ça, il faut que ce soit structuré. Et l'objectif de ces conseillers numériques, c'est vraiment de vous aider à appréhender toutes ces thématiques, toutes ces questions, et bien sûr, voir si elles sont déjà mises en place. Si c'est le cas, très bien, il y a peut-être des solutions pour les améliorer. Si ce n'est pas le cas, ils vont vous aider à mettre en place un plan d'action et de suivi pour vous aider. Alors, ce qu'il faut savoir que l'objectif du gouvernement, c'est de faire environ 10 000 diagnostics numériques gratuits. Les CCI ont déjà un outil en ligne qui s'appelle DigiPilote. Hein. C'est un outil en fait qui a été développé par CCI France, hein, qui permet de faire en fait un diagnostic en ligne. Les CMA ont aussi d'autres outils à leur disposition, ainsi que des conseillers numériques très compétents dans leur domaine d'intervention, hein, sur la digitalisation de l'activité. Donc, tout ça, effectivement, se fait en appui avec les CCI-CMA. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, de faire, c'est d'aller vous rapprocher directement de la chambre consulaire dont vous dépendez, en fonction de votre activité, donc commerciale ou artisanale, de demander un entretien avec effectivement un conseiller qui va vous permettre d'une part de faire un premier état des lieux et ensuite de démarrer effectivement l'accompagnement avec un plan d'action très précis. Donc, le déploiement, ça a été mis en œuvre fin décembre. A priori, la durée est de 4 mois. Donc, on peut considérer que c'est en cours et que ça peut aller jusqu'à début avril. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à en bénéficier. Contactez donc les CCI et les CMA. Donc, ça, c'est le premier, on va dire, le premier outil pour aider les entreprises par la mise en place de diagnostics. Ensuite, on va avoir des modules de formation en ligne aussi qui ont été lancés toujours dans le cadre de France Num. Ce module de formation en ligne, qu'on appelle aussi les MOOC, hein, c'est très en vogue. Alors, plus précisément, le module qui est le premier module, la première session qui a été mise en place par le gouvernement, s'appelle « Ma TPE à rendez-vous avec le numérique ». Alors, comme son titre l'indique, ça vise essentiellement les TPE parce qu'on considère que ce sont les structures les moins, on va dire, les moins équipées en termes de compétences sur le digital. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce MOOC intéresse plus particulièrement les TPE, dont les micro-entreprises, bien sûr. Alors, la durée de la formation, donc, elle est totalement en ligne, totalement digitale. Elle est de 4 semaines. Il y a une première session qui est encore en cours. Sachez que elle a démarré fin janvier, oui, donc le 25, elle va jusqu'au 15 mars, donc sur 4 semaines. Cette première session est déjà complète. Il y aura d'autres sessions, d'autres dates qui vont être publiées. Pour l'instant, elles ne sont pas encore connues, c'est pour ça qu'on ne vous les a pas mises. En revanche, vous avez le lien vers le site dédié pour suivre déjà. Allez regarder un petit peu les différentes thématiques et l'organisation de ce MOOC et surtout, suivez les différentes dates qui vont être publiées et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur le programme de la formation, donc vous allez effectivement avoir toutes les thématiques autour de la digitalisation, donc de la simple, on va dire, sensibilisation, jusqu'au témoignage d'entrepreneurs qui ont bénéficié d'un accompagnement, qui ont passé cette étape de la transition numérique et qui vont témoigner auprès donc, des participants du MOOC pour les sensibiliser. Alors très clairement, l'objectif de ce MOOC, ce n'est pas de faire des chefs d'entreprise, des pros de la digitalisation, mais surtout, c'est de les sensibiliser à l'intérêt effectivement de digitaliser pour à la fois peut-être simplifier l'organisation de l'entreprise, peut-être aussi pour mieux se faire connaître en tout cas son produit ou son service sur la toile, sur Internet, peut-être aussi simplifier, élargir sa cible grâce à une visibilité sur les réseaux. Donc, c'est de la sensibilisation sur l'intérêt de passer ce cap-là, mais surtout aussi, on va dire, de dédramatiser
la crainte de certains entrepreneurs, de certaines peut-être même activités, notamment on peut penser aux activités artisanales qui n'osent pas forcément passer ce cap-là, à dédramatiser et à montrer l'intérêt pour ces structures de passer ce cap-là. Alors, ce module-là, il est assez libre, hein, assez fluide, puisqu'il ne demande pas beaucoup d'investissement en termes de temps. A priori, ça serait 2 heures hein, de mobilisation par semaine. Donc, c'est des webinaires, c'est des formations en ligne. Il y a des quiz aussi qui sont mis à votre disposition pour effectivement vérifier si vous avez acquis les connaissances que vous avez pu avoir dans le cadre de ces sessions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois le parcours des 5 semaines fait, vous allez pouvoir faire un test final et on pourra vous remettre une attestation de suivi de cette formation-là. Donc, effectivement, ça peut être intéressant à ajouter sur votre CV, mais aussi à appuyer votre dossier pour trouver des financements, pour trouver des collaborateurs et éventuellement des investisseurs. Donc, on vous a mis donc les liens sur le site dédié au MOOC pour vous inscrire. Vous allez voir que tous les intervenants, ce sont tous des experts en matière de digitalisation. Vous allez trouver à la fois des experts auprès des chambres consulaires hein, qui ont déjà lancé des dispositifs comme les diagnostics. Vous trouverez aussi des experts sur la digitalisation qui viennent aussi, on va dire, du secteur privé. Voilà donc pour ce qui est de la formation en ligne du MOOC. Ensuite, on a aussi une mesure, pour le coup, très concrète, hein, puisque c'est une aide financière hein, qui est le chèque numérique. Alors, le chèque numérique, on a déjà eu l'occasion d'en parler lors d'un webinaire au mois de novembre de mémoire. Ce qui change aujourd'hui, ce sont les modalités. Aujourd'hui, on a plus de détails, plus de précisions sur à la fois les bénéficiaires, les modalités de remise de ce chèque-là, mais aussi le type de dépenses qui sont concernées. Alors, le montant, donc, c'est 500 €. C'est un chèque, c'est une aide financière. Elle concerne effectivement tous les commerçants ou artisans qui ont, en revanche, subi une interdiction d'accueil du public. C'est-à-dire qu'en fait, la première cible, c'est vraiment les commerçants, les artisans qui ont dû fermer, notamment lors du confinement du mois de novembre 2020. Elle concerne aussi tous les hôtels et tous ceux qui font aussi de l'hébergement, qui sont dans le même secteur d'activité. Donc, c'est le secteur d'activité annexe. Ensuite, on va avoir un autre critère qui est un critère de chiffre d'affaires. Évidemment, la structure concerne vraiment les TPE de moins de 11 salariés et il ne faut pas qu'elle dépasse un chiffre d'affaires de 2 millions hors taxes. Ensuite, concernant les dépenses éligibles, en fait, il y a plusieurs types de dépenses éligibles. Ça peut être effectivement des dépenses de prestation de services, c'est-à-dire que vous faites appel, par exemple, à un community manager ou quelqu'un qui est spécialisé dans le marketing digital, pour vous aider donc à développer votre produit en ligne ou à vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être de la prestation de service, c'est-à-dire faire appel à des compétences externes. Mais ça peut être aussi de l'achat d'outils ou d'abonnements. Typiquement, ça peut être l'achat d'un logiciel, par exemple, pour digitaliser votre comptabilité. Ça peut être de l'achat d'un logiciel pour faire des présentations type d'infographie, pour faire des vidéos. Mais ça peut être aussi des abonnements, notamment à des plateformes, par exemple, de vente en ligne. Donc, effectivement, la sphère est assez large en termes de dépenses éligibles. Toutefois, il y a quand même une condition, c'est que les structures ou les prestataires, qui peuvent donner lieu à cette aide-là, à cette subvention-là, doivent être référencés par l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire appel à n'importe qui. Et l'État a publié une liste des fournisseurs référencés. Donc, vous avez le lien sur la slide que vous retrouverez dans le support. Effectivement, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut que le prestataire soit référencé sur le site public. Sachant qu'aujourd'hui, cette liste n'est pas fermée, elle peut être complétée. Si, par exemple, parmi vous, il y a des personnes qui proposent ce type de service pour la digitalisation, vous pouvez demander à être référencé. Alors, les délais pour faire la demande, vous allez voir, c'est des délais qui sont assez restreints. Il faut que ça concerne des factures datant, on va dire, d'avant le 28 janvier. Donc, il faut 4 mois à partir du 28 janvier pour pouvoir faire la demande. Pour les factures qui datent entre le 28 janvier et le 31 mars, c'est 4 mois après la date de la dernière facture. Donc, si la dernière facture date, on va dire, du 28 mars, c'est 4 mois après le 28 mars.
Enfin, les justificatifs, donc évidemment, il faut pouvoir garder toutes les factures, il faut pouvoir justifier de son identité. Et enfin, si vous faites appel à un prestataire, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il faut pouvoir justifier d'un contrat de prestation de service avec cette personne. Donc, c'est une mesure qui est assez simple à mettre en œuvre. Vous avez un site dédié au chèque numérique. Vous trouverez également le site. Et effectivement, la procédure est totalement digitalisée, donc il ne faut pas hésiter à en demander le bénéfice. Ensuite, le gouvernement a mis en place avec la collaboration de BPI France un site qui recense tous les dispositifs d'aide à la digitalisation selon les besoins. Alors les besoins, ça peut être un besoin de visibilité en ligne, un besoin pour trouver une solution de paiement en ligne, de livraison ou encore un besoin de référencement sur les plateformes. Alors cette plateforme-là, cliquemonCommerce.gouv.fr, elle a vraiment vocation à recenser toutes ces offres-là. Et les personnes, enfin en tout cas ceux qui proposent ces solutions, vont vous faire des offres spécifiques liées à la crise sanitaire de la Covid. Donc n'hésitez pas à aller effectivement consulter cette liste, puisqu'effectivement vous allez pouvoir avoir des offres promotionnelles, voire parfois même des offres sans abonnement ni commission. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps sur cette solution, sur cette plateforme. Vous allez voir, elle est assez intuitive, le parcours utilisateur est assez simple. Donc c'est un parcours par besoin, par profil, mais aussi par région, parce qu'effectivement, il y a des dispositifs qui vont concerner plus certaines régions que d'autres. Voilà donc pour ce qui est des mesures liées au numérique. Effectivement, tout n'est pas encore mis en œuvre. D'ailleurs, il y a même un prêt pour la numérisation des entreprises qui est en cours d'élaboration par BPI France, par les banques. Ce n'est pas encore totalement opérationnel. Lorsque ça le sera, on vous fera passer l'information sur le site de BPI France Création. Mais en tout cas, les principaux déjà en place sont ceux qu'on vous a présentés et ceux à venir, nous ne manquerons pas évidemment de vous tenir informés de leur sortie. Donc, je passe le relais à Audrey pour donc évoquer les mesures relatives à la transition écologique. Merci Lila. Effectivement, un autre objectif donc, du plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement, c'est donc d'accompagner les entreprises à réussir leur transition écologique. Et pour ce faire, il a été mis en place donc, plusieurs mesures, et donc notamment donc, la première qui s'intitule « Tremplin pour la transition écologique ». Ce dispositif, finalement, il vise à financer des investissements ou des études donc réalisées par l'entreprise, mais qui doivent figurer sur une liste donc, prédéfinie qui contient environ une soixantaine d'opérations possibles. Et ces investissements donc, concernent notamment des actions pour la lutte contre le changement climatique, des actions pour la rénovation globale des bâtiments ou de la qualité de l'air, des actions liées à l'éclairage, à l'isolation ou à la ventilation des bâtiments existants, également des actions liées à la mobilité ou encore des actions liées à l'économie circulaire, par exemple avec la gestion des déchets. Donc, le projet d'investissement, en fait, il doit être porté par une entreprise disposant d'un numéro SIRET, mais sont expressément exclus les micro-entrepreneurs. Les conditions d'éligibilité donc pour obtenir cette aide donc à son projet de transition écologique finalement, c'est que les investissements donc envisagés doivent figurer donc sur la liste de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le projet, cette liste, vous la retrouvez sur le support de présentation. Hein. Vous retrouverez le lien avec toute la liste des travaux que vous pouvez réaliser et qui rentrent dans les dépenses éligibles pour obtenir l'aide de l'ADEME. Le projet il doit être réalisé dans un délai maximum de 18 mois et l'entreprise doit présenter donc, un projet dont le montant va bénéficier d'une aide supérieure à 5 000 €, mais inférieure à 200 000 €. Voilà, donc ça, c'est sur les critères d'éligibilité. Le montant de l'aide, il est forfaitaire. C'est une subvention forfaitaire, ce qui veut dire tout simplement qu'à chaque type d'investissement correspond un montant d'aide prédéfini. Et donc, c'est pareil, ce montant d'aide prédéfini, vous le retrouvez donc dans la liste des investissements éligibles à l'obtention de l'aide.
Le versement de l'aide, il est réalisé selon les modalités suivantes, c'est-à-dire une avance de 30% à la notification de la décision de l'aide et un versement final de 70% à la fin de l'opération. Ce versement final, il se fait sur la base d'une attestation certifiée sincère de la réalisation de l'opération par l'entreprise. Attention toutefois, le montant de l'aide définitivement versé pourra être revu à la baisse dans l'hypothèse où l'entreprise viendrait soit apercevoir d'autres aides publiques en cours de convention qui n'étaient pas prévues initialement, ou dans l'hypothèse où l'entreprise ne réaliserait pas l'intégralité des investissements qu'il a envisagés. Donc, il faut noter qu'en plus de cette aide qui va être attribuée par l'ADEME donc pour améliorer sa transition écologique, dans le plan de relance, il est également prévu un budget de 15 millions d'euros donc pour l'accélération de la transition écologique de 45 000 artisans, commerçants et indépendants grâce au financement finalement de diagnostic et d'accompagnement. Donc actuellement, les CMA de France, les CCI de France, la Direction générale des entreprises et l'ADEME travaillent actuellement sur la construction d'une offre qui intégrerait finalement la transition écologique dans le quotidien des artisans, des commerçants et des travailleurs indépendants. Donc au travers de démarches de sensibilisation, de la réalisation de diagnostics et de plans d'action et de mesures d'accompagnement finalement dans cette transition écologique. Pour faire la demande de l'aide, donc tremplin pour la transition écologique des PME, donc vous devez d'abord préparer votre projet. Donc pour cela, je vous invite en fait à vous rendre sur le site agirpourlatransition.adem.fr qui va récapituler finalement tous les projets éligibles à cette aide. Une fois que vous avez bien préparé en amont donc, votre projet, vous pouvez déposer votre demande d'aide donc toujours sur ce même site. L'ADEME vous adressera un accusé-réception. Elle va étudier votre dossier et ensuite, vous aurez l'acceptation ou le refus de l'aide. Un autre dispositif, donc c'est le DIAG Écoflux. Alors ça, c'est un programme d'accompagnement personnalisé donc qui propose finalement une expertise de bureau d'études spécialisée en optimisation de flux, c'est-à-dire en eau, en matière, en énergie et en déchets. Alors pourquoi ce programme? Tout simplement pour réaliser rapidement des économies durables et en réduisant les consommations d'énergie, de matière, d'eau et de production des déchets. En moyenne, cela représente environ 200 € d'économie par an et par salarié. L'accompagnement, il se fait sur 12 mois et en 4 étapes. Donc, vous avez premièrement l'analyse des pratiques, ensuite la définition du plan d'action de réduction des flux, la mise en place des actions que valide le dirigeant et enfin l'évaluation des économies réalisées. Les bénéficiaires de ce diagnostic, de cet accompagnement, sont toutes les entreprises donc, de 20 à 50 salariés donc, qui sont situées sur le territoire français et qui sont concernés par l'optimisation des flux en eau, en énergie, en matière et en déchets. Le dispositif, lui, il est financé à hauteur de 75% par l'ADEME. Et la finalité de ce programme, finalement, c'est d'identifier les axes prioritaires d'économie, de gagner en rentabilité et réduire son impact sur l'environnement, de favoriser la transition énergétique et écologique, et enfin, de détecter, pourquoi pas, des opportunités d'emploi et de richesse. Donc, pour faire la demande de ce DIAG Écoflux, en fait, vous devez remplir donc, le formulaire d'inscription en ligne, dont vous retrouverez également le lien sur ce support. En plus donc, des dispositifs d'aide à la transition écologique, il existe un nouveau crédit d'impôt temporaire pour les dépenses en faveur de la rénovation énergétique au profit des PME, et ce, quelle que soit leur activité. Donc, les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles qui sont engagées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire. Attention, il faut que le bâtiment ait été fini de construire depuis plus de 2 ans pour pouvoir bénéficier donc de ce crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt, il concerne donc les bâtiments dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, mais qu'elles utilisent pour l'exercice de leur activité. Sont notamment éligibles au crédit d'impôt les dépenses qui sont engagées, par exemple, au titre de l'acquisition et de la pose de systèmes d'isolation thermique, d'un chauffe-eau solaire ou encore d'une pompe à chaleur. La liste et les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils qui ouvriront droit à ce crédit d'impôt sera fixée par un arrêté. Le montant du crédit d'impôt, lui, il est égal à 30% du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles. Mais par contre, il est plafonné à 25 000 €. Pour en bénéficier, vous déclarez en fait les dépenses éligibles engagées, c'est-à-dire sur devis signé, au cours de l'année concernée. Donc, si vous les avez engagés en 2020 ou en 2021. Et cela doit apparaître donc sur la déclaration d'impôt, donc impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés en fonction de votre situation fiscale. Et enfin, un dernier dispositif qui est le prêt vert. Donc, le prêt vert est un prêt qui va également servir au financement des investissements immatériels ou matériels à faible valeur de gage, ainsi que de l'augmentation d'un besoin en fonds de roulement nécessaire au lancement d'un projet de transition écologique et énergétique. Donc, le projet de transition écologique et énergétique doit tendre notamment à optimiser en fait, des procédés ou éventuellement à améliorer la performance d'énergie, eau, matière, etc., afin de mieux maîtriser ou de diminuer son impact sur l'environnement. Il peut aussi tendre à favoriser vers la mobilité zéro carbone pour les salariés, par exemple, à innover pour mettre sur le marché des produits ou des services en matière de protection de l'environnement ou produire des énergies nouvelles. Les bénéficiaires de ce prêt vert sont les TPE et les PME de tout secteur qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, donc qui sont immatriculés depuis plus de 3 ans, qui sont situés en France, mais qui doivent avoir bénéficié soit du DIAG Ecoflux qu'on vient de voir, soit d'une aide de l'ADEME au cours des 3 dernières années. Le montant de l'aide du prêt va varier entre 10 000 et 1 million d'euros. Il n'est assorti d'aucune sûreté sur les actifs de la société ni sur le patrimoine du dirigeant. Et le prêt doit obligatoirement être associé à un autre financement extérieur, donc un concours bancaire, un apport en fonds propres, du crowdfunding, du financement participatif. Enfin, voilà, il faut un autre financement extérieur pour pouvoir bénéficier donc de ce prêt vert. Et le montant du financement extérieur doit au moins être égal au montant de celui du prêt vert. La durée, elle va être entre 3 et 10 ans. Et les dépenses qui sont éligibles donc, à ce prêt vert sont, comme indiqué en préalable, donc les investissements et les dépenses immatérielles. Ça peut être des frais de formation, des recrutements, des frais d'études des frais de bureau d'études, des achats. Enfin, vous pouvez aussi avoir des investissements corporels à faible valeur, c'est-à-dire l'achat d'équipements ou des travaux de rénovation. Ou encore, donc encore une fois, de l'augmentation du besoin en fonds de roulement pour pouvoir justement développer votre transition énergétique écologique. Pour pouvoir bénéficier de ce prêt vert, je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller BPI France de votre région. Lila, je te laisse la parole pour les mesures de l'emploi. Alors, on va essayer d'aller rapidement puisque le temps file à grande vitesse. Donc, concernant les mesures donc, relatives à l'emploi et à la formation, donc encore une fois, on va être sur des mesures qui vont être structurantes pour l'entreprise sur le long terme, non seulement effectivement pour faire face à la crise sanitaire, mais aussi pour développer des compétences sur le long terme. Alors, première chose, la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'activité partielle pendant tout le long de la crise sanitaire. Il y a aussi on va dire, une adaptation de l'activité partielle sur la durée. Alors, en quoi ça consiste? En fait, c'est une diminution de l'horaire de travail des salariés
pour une entreprise donc qui va être confrontée à une réduction durable de son activité. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une activité de l'entreprise qui est réduite sur de la durée. Donc, d'où la possibilité de mettre en place cette activité partielle de longue durée qui n'est pas une invention dans le cadre de la crise du Covid, mais qui existait déjà. Simplement, elle a été en fait renforcée et surtout avec une aide plus importante que dans le cas du régime classique. Alors, c'est une allocation, hein, c'est une aide financière qui va être octroyée à l'entreprise qui peut représenter jusqu'à 80% de l'indemnité qui sera versée aux salariés. Donc, par exemple, si le salarié reçoit 1 000 €, l'entreprise sera remboursée à hauteur de 800 €. Donc, effectivement, il faut pouvoir justifier donc, de la réduction de l'horaire de travail du salarié, mais elle ne doit pas dépasser 40%. C'est-à-dire que si le salarié travaille, on va dire, 10 heures par semaine, exemple, en fait, il ne faut pas que la réduction dépasse les 40%. Donc ensuite, ça permet en fait de la mettre en place sur une durée de 24 mois maximum, sur une période de 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité partielle, elle peut être faite sur 24 mois, mais sur une durée globale de 3 ans. Donc, ça peut être 24 mois consécutifs ou pas. Sachant qu'il faut pouvoir faire la demande en ligne sur le site de l'activité partielle. Il y a un site dédié donc, pour faire la demande en ligne. La demande doit être faite, elle se fait par période de 6 mois. Donc, tous les 6 mois, il faut refaire une demande d'activité partielle de longue durée. Pour pouvoir la mettre en place, en revanche, il y a des conditions. Il faut signer un accord collectif au sein de l'entreprise, très important, donc un accord collectif. Et si vous avez un accord de branche, vous pouvez vous appuyer sur cet accord de branche en élaborant un document qui soit conforme aux exigences et aux stipulations de l'accord de branche. Alors, la demande, elle est totalement en ligne, elle se fait de façon digitale. Donc, vous pouvez accéder au formulaire de demande donc, sur le site donc, de l'activité partielle. Votre interlocuteur, encore une fois, au même titre que l'activité partielle, c'est les directs. En revanche, pour ce qui est du traitement des demandes, alors en cas de signature d'un accord collectif au sein de l'entreprise, la directe a 15 jours pour vous répondre, pour traiter votre demande et vous répondre. En revanche, si vous élaborez un document dans le cas d'un accord de branche, elle va avoir besoin d'un peu plus de temps pour traiter la demande et notamment, elle aura jusqu'à 21 jours pour vous répondre. Donc, effectivement, c'est une solution qui permet de faire face donc, à la réduction de l'activité tout en soutenant donc, les employeurs, les entreprises grâce à cette aide de l'État. Donc, vous trouverez effectivement tous les liens utiles vers le site des directs. N'oubliez pas que les directs sont vraiment vos interlocuteurs dans le cadre de l'activité partielle. Alors, dans les questions qu'on a reçues, on a effectivement quelques remarques sur les lenteurs de réponse. Alors, sachez qu'effectivement, les directs sont submergés de demandes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. En revanche, il ne faut pas hésiter à les relancer. Et en cas vraiment de difficulté, vous avez des numéros ou des dispositifs d'appel hein, pour essayer de vous accompagner. Ensuite, on a plusieurs dispositifs d'aide à l'embauche, que ce soit des jeunes ou des travailleurs handicapés, qu'on verra dans un deuxième temps, qui sont mis en place pour maintenir l'emploi, pour même favoriser l'embauche de certaines catégories de travailleurs. Donc, concernant les jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans France Relance, il y a tout un dispositif, tout un plan qui est consacré à l'embauche des jeunes. C'est ce qu'on appelle le plan Un jeune, une solution. Alors, évidemment, il y a d'autres dispositifs hein, qu'on ne va pas pouvoir traiter aujourd'hui, mais le principal dispositif, c'est une aide financière à hauteur de 4 000 € sur une année, qui peut être versée sur une année pour un salarié à temps plein. Alors, l'aide concerne tous les jeunes embauchés de moins de 26 ans. Il faut que ça concerne une première embauche, d'accord? Il ne faut pas effectivement que ce soit un renouvellement de contrat. Donc, les conditions, elles sont affichées. Donc, il faut effectivement que l'embauche intervienne sur un laps de temps, 1er août 2020 et 31 mars 2021. Donc, le type de contrat, évidemment, ça va être les CDI intérimaires ou encore les CDD. Un minimum période de 3 mois. Il ne faut pas que ce soit en dessous de 3 mois d'embauche. En revanche, sont exclus tous les contrats de professionnalisation, d'accord, ou d'apprentissage. Ils ne sont pas concernés par cette aide. Et enfin, concernant la rémunération qui va être octroyée donc, aux jeunes, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 2 fois le SMIC.
Ensuite, les modalités de la demande, alors elle se fait par l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. J'ai vu, pareil, quelques questions sur les lenteurs de l'ASP. Alors, faites attention, visiblement, il y a eu quelques bugs de messages de l'ASP qui arrivent sur les spams. Donc, alors, ça paraît logique, mais il faut aussi peut-être penser aussi voir côté spam si vous n'avez pas eu des demandes qui ont été classées dans ces courriels-là. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à les relancer. On est vraiment dans une période où ces services-là sont très sollicités, donc parfois, effectivement, il peut y avoir des lenteurs. Donc, la demande, elle se fait en ligne. Hein. Une plateforme dédiée à cette aide a été ouverte le 1er octobre. Et pour faire la demande, vous disposez de 4 mois à compter de l'embauche du salarié. C'est-à-dire que si le salarié est embauché le 28 mars, vous avez 4 mois à partir du 28 mars 2021 pour faire votre demande. Alors attention, donc cette aide, donc on a dit, elle est de 4 000 € sur un an, elle est versée au prorata du nombre de mois de travail. Si par exemple vous embauchez un jeune pour 6 mois, et bien évidemment vous n'aurez que 2 000 € d'aide. Hein. Autre condition, il faut pouvoir justifier de la présence du salarié tous les trimestres. Donc, elle est versée tous les trimestres. Hein. Donc, tous les 3 mois, vous aurez 1 000 € de versés. En revanche, il faut tous les trimestres envoyer une attestation de présence pour pouvoir bénéficier de l'aide. Évidemment, si par exemple un jeune est embauché avec une période de décès de 3 mois qui finalement n'est pas confirmée, vous n'aurez pas droit à l'aide. Hein. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'envoyer cette attestation de présence tous les trimestres. Ensuite, donc maintenant, on a aussi des aides pour l'embauche des travailleurs handicapés. Alors, c'est une aide qui est aussi donc à hauteur de 4 000 €. Donc, ça concerne tous les salariés handicapés. Il faut en fait qu'ils puissent justifier de la qualité du statut de travailleur handicapé. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il ait le statut de RQTH. Donc, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est un statut, une qualification qui est octroyée par un organisme spécifique, hein, d'accord? On va dire, c'est un statut qui est octroyé par l'État et c'est ce qui vous donne droit à un certain nombre d'aides spécifiques, donc à une situation de handicap, mais qui peut aussi, du coup, donner droit à cette aide à l'embauche. Alors, au niveau des conditions de contrat, ça va être des CDI intérimaires ou des CDD. Même chose pour une période de 3 mois. Au niveau de la rémunération, donc même chose, il faut que ce soit une rémunération qui soit inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Et bien sûr, l'employeur, en revanche, ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique donc sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020. Les modalités de la demande sont les mêmes que pour l'aide à l'embauche des jeunes, c'est-à-dire qu'il faut faire la demande auprès de l'ASP. Même chose, vous avez un numéro, un formulaire en ligne hein, sur lequel vous pouvez faire la demande. Et même chose, en revanche, vous avez un numéro d'appel dédié sur lequel, effectivement, vous pouvez demander un peu plus de précision, peut-être aussi des précisions sur les postes à pourvoir, est-ce qu'ils sont adaptés ou pas à des travailleurs handicapés. En tout cas, vous avez un numéro d'appel qui peut vous accompagner, vous appuyer et répondre à vos questions. Donc, la demande d'aide, elle doit être faite dans les 6 mois de l'embauche du salarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide est tout à fait compatible avec toutes les aides de l'AGEFIP. Vous savez que l'AGEFIP, c'est un organisme qui concerne donc l'embauche et l'insertion des travailleurs handicapés, qui donne un certain nombre d'aides. Eh bien, c'est tout à fait cumulable. En revanche, elle n'est pas cumulable et c'est également le cas pour les aides à l'embauche des jeunes avec toutes les aides de l'État qui visent à l'insertion ou au retour à l'emploi. Donc, encore une fois, c'est une aide qui est assez intéressante et effectivement, c'est aussi important de pouvoir insérer les travailleurs, les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc, n'hésitez pas à pouvoir en bénéficier si vous avez des postes compatibles. Ensuite, on a aussi un dispositif qu'on appelle le FNE Formation. C'est un dispositif qui vise donc à former les salariés dans le cadre de l'évolution d'un poste ou des changements conjoncturels ou structurels au sein de l'entreprise. Ce n'est pas une invention, on va dire, du plan France Relance ni de la crise sanitaire puisque ça existait déjà. En revanche, il a été adapté dans le cadre de l'activité partielle. Donc, c'est un dispositif de formation des salariés qui sont mis soit en activité partielle dite classique, soit en activité partielle de longue durée.
Alors, en fait, l'État simplement prend en charge les coûts de cette formation. Comme vous pouvez le voir, donc les taux de prise en charge, donc c'est 70% pour les formations en activité partielle et jusqu'à 80% pour les salariés qui sont en activité partielle de longue durée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez intéressant en termes de prise en charge. En revanche, ça concerne uniquement des formations qui vont aider en fait à adapter le salarié à des transformations du poste, des transformations de production, par exemple. L'objectif aussi, c'est de permettre aux salariés d'améliorer, d'accroître leur employabilité, notamment en cas de risque de perte d'emploi, en cas de risque de licenciement économique dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de profiter, entre guillemets, de ce temps d'activité partielle, de ce temps de liberté pour continuer à former les salariés. Donc, les bénéficiaires, on l'a vu, il y a toutefois effectivement une exception, une exclusion, ça concerne effectivement les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Les demandes, elles se font sous le format d'une convention avec l'État, c'est-à-dire que vous passez une convention avec l'État, vous pourrez trouver les liens pour télécharger ce type de convention. Alors l'État, évidemment, pas avec l'État directement, ça se fera par l'intermédiaire des directs. Encore une fois, les directs sont vraiment vos interlocuteurs pour mettre en place ce type de formation. Vous pouvez aussi, et d'ailleurs, il est fortement conseillé de passer par un OPCO, c'est un opérateur de compétences. En fait, ce sont des organismes qui aident les entreprises à mettre en place des plans de formation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ne sont pas concernés par ce dispositif les formations qui sont obligatoires pour les employeurs, à savoir la formation qui permet d'adapter un nouvel arrivant sur son poste de travail. Évidemment, il faut pouvoir former les nouveaux salariés pour qu'ils puissent intégrer leur poste. C'est une formation obligatoire. Celle-ci n'est pas concernée par ce dispositif. Et même chose pour les formations obligatoires de type sensibilisation à la sécurité en entreprise. Donc, vous trouverez le formulaire de demande sur le support. Ce sera des liens qui seront cliquables, mais aussi vous aurez toute la liste des OPCO en fonction de votre secteur d'activité, ainsi que le portail des directs. Donc, vos interlocuteurs, il faut bien le garder à l'esprit, c'est les opérateurs de compétences, OPCO et les directs. Ensuite, on a deux nouveaux dispositifs. On a eu plusieurs questions sur la plateforme, sur le chat, concernant des dispositifs qui vont être propres aux créateurs d'entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qu'on a listés sur tout le long de ce webinaire concernent aussi les jeunes entreprises. Nous, on considère qu'une entreprise est en création jusqu'à 3 ans. Donc, tel que le chèque numérique, par exemple, la formation du MOOC en ligne, tous ces dispositifs-là, et essentiellement, effectivement, les dispositifs liés à la transition numérique des entreprises, vous pouvez en bénéficier en tant que jeune entreprise. En revanche, sur la partie purement création, vous allez le voir, Bpifrance, en partenariat avec certains réseaux d'accompagnement qui sont Initiative France, France Active, l'ADI et Réseau Entreprendre, eh bien, ils ont mis en place des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, selon certains besoins. Donc, le premier concerne la création reprise d'entreprise. Donc, c'est un prêt à taux zéro, comme je vous l'ai indiqué. Le but, c'est d'aider le porteur de projet donc, à financer son projet de création de reprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prêt qui concerne personnellement le porteur de projet. Donc, c'est un prêt accordé à titre personnel, raison pour laquelle il ne faut pas être fiché dans le fichier des incidents de paiement. D'accord? Donc, c'est très important d'être solvable pour pouvoir demander ce dispositif-là. La durée du prêt, donc, elle est entre 1 et 7 ans, avec une possibilité d'amortissement jusqu'à 18 mois. Et le montant, donc, il va de 1 000 à 80 000 euros. Sachant que ce prêt peut être apporté comme apport personnel dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Pour pouvoir en bénéficier, effectivement, vous pouvez être simplement actionnaire de l'entreprise et pas seulement représentant légal. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez apporter des actions et être associé en entreprise, vous pouvez demander à en bénéficier. Ensuite, donc, les critères relatifs à l'entreprise, donc ça concerne tout type d'entreprise, l'exclusion des associations, fondations et SCI. Certains secteurs d'activité sont aussi exclus. Ça concerne essentiellement l'exportation, l'agriculture. Les modalités de la demande, c'est un dispositif, comme je vous l'indiquais, qui est mis en œuvre, qui est mis en place par Bpifrance. En revanche, ce sont les réseaux que je vous ai cités qui vont le déployer concrètement. C'est-à-dire que pour faire la demande, il faut vous rapprocher du réseau d'accompagnement le plus proche de chez vous. Vous avez des antennes de l'ADI, Initiative France et Réseau Entreprendre
pour le prêt d'honneur création reprise qui sont près de chez vous. Sur BPI France Création, vous avez en fait un annuaire qui vous permet de trouver le plus proche de chez vous. Et l'idée, c'est d'aller les voir. Ils vont vous aider à construire votre dossier, à vérifier votre éligibilité, construire votre dossier. Évidemment, c'est eux qui vont instruire ou pas, vous accorder ou pas le prêt, pardon. Ensuite, donc, on a un autre prêt qui vise essentiellement à permettre en fait le maintien de l'activité, voire son développement. C'est le prêt d'honneur renfort. Alors, il est également mis en œuvre par des réseaux d'accompagnement. Là, on retrouve France Active qu'on ne retrouve pas pour le prêt d'honneur création reprise. Donc, les caractéristiques sont à peu près les mêmes, sauf que le montant est un peu moins élevé. Les critères donc relatifs aux porteurs de projet sont différents puisque là, il faut être le représentant légal de l'entreprise, être actionnaire ou actionnaire majoritaire. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce financement-là, il faut être dans un cas de cofinancement. D'accord. Et effectivement, on a listé tous les types de cofinancement qui sont concernés. Ça intervient au même titre que le prêt création reprise. Ça intervient dans un cadre de cofinancement. C'est-à-dire qu'il faut déjà que vous soyez financé par un organisme d'accompagnement. Et d'ailleurs, l'une des conditions de bénéfice de ces deux prêts, c'est d'être accompagné par un réseau. Alors, les critères relatifs à l'entreprise, donc ce sont toutes les entreprises à l'exclusion de l'entreprise individuelle, dont micro-entreprises, SNC, associations, fondations et SCI. Alors, l'entreprise et des conditions effectivement de création d'entreprise, il faut qu'elle soit créée avant le 1er mars 2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire. Ensuite, même chose, effectivement, il ne faut pas être inscrit au fichier des incidents de paiement. Même chose, il ne faut pas faire l'objet d'une procédure collective, ni être susceptible d'en rencontrer une. Ce que ça veut dire concrètement dans le jargon des procédures collectives, c'est il faut être in boni, c'est-à-dire qu'il faut être solvable. Effectivement, lorsque votre dossier sera instruit par le réseau d'accompagnement, on va vérifier, on va certainement vous demander des éléments comptables pour voir si votre entreprise est assez solide pour bénéficier de ce prêt d'honneur. Donc, même chose, il ne faut pas hésiter à aller voir tous les réseaux d'accompagnement qui déploient ce dispositif. C'est très récent, ça date de début février. Les plateformes, en principe, sont déployées, sont en ligne. Et vous trouverez plus d'informations, de précisions sur ces deux dispositifs sur notre site bpifrance-création.fr. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, on a répondu déjà à quelques questions sur le chat. Je vais donner la parole à Audrey si elle a quelques réponses à donner à certains d'entre vous. Comme il est déjà 12h15, on va essayer d'en traiter quelques-unes, mais surtout, on va rester à l'issue de ce webinaire pour répondre à des questions un peu plus spécifiques sur le chat. Donc, Audrey, je te laisse prendre la parole si tu as repéré des questions sur le chat. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de questions sur le chat, mais c'est vrai qu'on essaye de les traiter au fur et à mesure pour vous répondre en direct. Alors, il y avait une question notamment sur la transition écologique énergétique. Oui, pour les micro-entrepreneurs, dans les mesures qu'on vient de détailler, effectivement, les micro-entrepreneurs ne sont éligibles qu'au crédit d'impôt rénovation énergétique, puisque effectivement, l'aide tremplin transition écologique exclut expressément, là pour le coup, les micro-entrepreneurs. Et c'est vrai qu'après, pour le DIAG Ecoflux, bon, de fait, vu qu'il faut un minimum de 3 salariés, il est assez rare que les micro-entrepreneurs aient un effectif salarié. Ensuite, je pense qu'on a… Alors après, il y a des demandes… Alors, pour quelles raisons une demande de PGE peut-elle être refusée? Alors, normalement, les raisons pour lesquelles une demande de PGE peut être refusée, ce sont notamment la notation Banque de France. Donc, si vous avez une mauvaise notation Banque de France, la banque, votre banque, peut refuser finalement l'octroi de ce PGE. Alors maintenant, les recours possibles, vous avez la médiation du crédit qui vous permet
d'essayer de transiger en fait avec votre banque, d'essayer de négocier. Donc, vous pouvez avoir recours à la médiation du crédit. Et enfin, en dernier recours, mais vous avez le prêt participatif exceptionnel, justement, qui est ouvert aux très petites entreprises et qui est fait pour ça, pour les entreprises qui n'ont pas pu obtenir de PGE, mais avec certaines conditions qu'on a déjà énumérées, ou alors qui n'ont pas eu un PGE suffisant pour couvrir la poursuite de leur exploitation. Ensuite, si toi, Lila, tu as vu des questions pour tout. Alors, avec le micro, c'est mieux. Alors, effectivement, on a eu plusieurs questions parmi vous, de personnes qui indiquent qu'ils sont créateurs depuis très peu de temps et qu'effectivement, vous n'avez pas de dispositif auquel vous pouvez prétendre. Il est vrai que la plupart des dispositifs d'aide financière directe concernent essentiellement les entreprises qui ont déjà au moins un an, au moins un premier bilan d'élaborer. En revanche, vous avez d'autres dispositifs qui peuvent soulager votre trésorerie. Ça concerne notamment tous les reports d'échéances sociales et fiscales. Donc, sur ça, nous avons des documents dédiés sur BPI France Création. En fait, tous les mois, donc, on précise les cotisations qui sont reportées, mais aussi tous les échéanciers qui sont mis en place par les URSSAF. Mais à côté de ça, effectivement, vous avez le prêt renfort, mais ça concerne les entreprises qui sont créées avant mars 2020. Mais nous avons sur BPI France Création donc un document qui récapitule toutes les aides concernant les entreprises impactées par la Covid. Donc, n'hésitez pas à les consulter pour détailler un peu plus les aides concernant effectivement les jeunes entreprises. Ensuite, j'ai vu une question aussi, enfin même plusieurs questions sur, alors attendez, je vais essayer de la retrouver. Concernant, l'éligibilité au logiciel, au chèque numérique de 500 €. Donc, comme je vous l'indiquais, alors effectivement, sont éligibles aussi les logiciels, mais aussi les locations de logiciels, l'abonnement. En fait, tant que vous respectez effectivement le fait que le fournisseur soit référencé sur le site du gouvernement, tant que vous ne dépassez pas le montant des 500 €, vous apportez les justificatifs, vous pouvez effectivement bénéficier même pour la location de logiciels. Encore faut-il, encore une fois, que le fournisseur soit référencé. Par ailleurs, j'ai vu une question également, donc, comme je vous l'indiquais, pour tous les créateurs de projets, les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, le dispositif actuel concerne donc le prêt d'honneur création reprise qui est déjà déployé. Donc, effectivement, vous pouvez bénéficier de ce prêt-là. Et pour les entreprises qui créent et qui rencontrent déjà des difficultés dès le démarrage, encore une fois, vous avez les différents reports de cotisation pour soulager la trésorerie. Alors, sur d'autres questions, alors effectivement, on a une remarque de quelqu'un qui nous a dit qu'effectivement, les sites référencés ne concernent pas les sites, on va dire, hébergés à l'étranger. Donc, effectivement, vous ne retrouverez pas certaines grandes plateformes qu'on ne va pas citer, mais en tout cas, la liste est assez complète. C'est vrai que le gouvernement souhaite prioriser certains fournisseurs. Donc, la liste, on vous l'a mise sur le support. Vous pouvez donc la retrouver sur le site du gouvernement. Alors, je vous propose qu'on clôture le webinaire et on va rester toutefois avec Audrey pour répondre à des questions un peu plus spécifiques sur des cas particuliers, puisqu'il y en a encore quelques-uns. Vous retrouverez, comme indiqué tout le long de ce webinaire, le support ainsi que le replay. Alors, en principe, demain ou plutôt début de semaine prochaine. Alors, on a eu des questions aussi sur les liens cliquables. Tous les sites qu'on a évoqués ensemble sont sur le webinaire et les liens sont cliquables. Dans tous les cas, vous pourrez aussi les retrouver sur notre site bpifrance-création.fr. Donc, voilà, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci pour votre attention et surtout, on vous dit à bientôt pour un autre sujet avec BPI France Création. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, bonne journée.